Les petits bébés, quand ils viennent de naître, ils vont découvrir le monde progressivement, ils vont mettre quelques mois, quelques années à le faire. Et donc, c'est très important d'observer un peu comment un bébé se débrouille. Vous savez, au bout de quelques mois, il commence à prendre sa main et à la mettre dans sa bouche, et puis il commence à prendre des objets, à les mettre dans sa bouche, puis à les regarder. Et puis, au bout d'un certain temps, il peut jouer avec des objets qui sont dans sa main. Et puis, voilà comment il apprend après à se lever, à se déplacer, à aller vers les choses qui l'intéressent et finalement ne pas aller vers les choses qui ne l'intéressent pas. Alors ce qui est très important, c'est de bien considérer que le rôle des parents dans cette affaire-là est essentiel et ne peut en aucun cas être remplacé par une machine. Une télévision, c'est une sorte de machine qui montre des adultes, des enfants, et on croit que ça peut remplacer les parents. Je pense qu'il n'en est rien, vous en êtes tous persuadés. Et en ce moment, on entend beaucoup dire que, par exemple, les Japonais sont en train de créer des robots qui vont pouvoir s'occuper des petits bébés, etc. Bon, vous voyez, on va très loin dans la science-fiction, mais on observe que quand un petit bébé est confronté à quelque chose d'autre qu'un parent, ou que des parents, eh bien, il est un petit peu rapidement désarçonné. C'est ce qui se passe si vous réfléchissez un petit peu, vous êtes un petit bébé, vous voyez l'image de quelqu'un à la télévision. Vous dites comme petit bébé, oh, il est presque aussi joli que ma maman. Alors le bébé sourit à la télévision, à la femme de la télévision. Mais la femme de la télévision, elle ne s'occupe pas du bébé, elle s'occupe de la caméra qui est en train de la filmer. Donc elle ne répond pas au bébé qui lui fait un sourire. Et le bébé très vite s'en rend compte. Il est équipé physiologiquement pour se rendre compte très vite que dans l'interaction, ça ne marche pas. Donc c'est très important de considérer que quand on montre des images télévisuelles à un bébé, contrairement à ce qu'on pourrait penser nous comme adultes, parce qu'on sait bien que derrière l'écran, il y a tout un enregistrement, etc., qui nous permet de comprendre, mais le bébé, lui, ne peut pas le comprendre. Il a besoin de faire des expériences en direct avec son œil, ses yeux, ses mains, sa bouche, et puis sa voix, et puis les commentaires que ses parents font. Vous vous rappelez quand vous avez vos petits bébés qui sont tout petits, qui commencent à prendre quelque chose, son doudou ou je ne sais pas quoi dans sa main, vous dites « Oh, c'est bien, t'as pris ton bon ». Le bébé, il se sent guidé par les parents qui sont en train de lui commenter ce qu'il est en train de faire avec sa main, qu'il est en train de découvrir. Comment on prend un doudou, qu'on le met à sa bouche ou qu'on le met dans son cou pour dire « il est aussi doux que maman, que je l'adore ce doudou ». C'est commenté par les parents que ça prend du sens. Si ce n'est pas commenté par les parents, le bébé, très vite, il va laisser tomber l'objet et ça ne va pas l'intéresser. On constate que les petits-enfants qui sont trop longtemps devant la télé, ça a été calculé par un certain nombre de recherches scientifiques, vont avoir des difficultés de développement qui sont quelquefois importantes. Alors quel type de troubles de développement ? Des types de troubles de développement qui sont ce que vous entendez appeler souvent l'hyperactivité. Vous avez entendu parler de ça. Les instituts connaissent bien ça. En maternelle, déjà, les gamins qui bougent tout le temps, on ne peut pas fixer leur attention, ils sont toujours en ménage. Eh bien, on a constaté dans ces études que, en fonction du temps passé devant la télévision, les enfants sont plus hyperactifs. Plus ils passent de temps, plus ils sont hyperactifs. Deuxième problème qui se présente, plus ils passent de temps devant la télévision et plus ils vont être obèses. Ça, c'est quelque chose qui fait son apparition depuis quelques années dans le monde contemporain, des enfants qui regardent la télévision de nombreuses heures et qui, à l'enfance et à l'adolescence, vont présenter des obésités. Et le troisième élément qui nous intéresse tous beaucoup dans notre société, c'est que plus on passe de temps quand on est petit devant la télé et plus de violence il y aura quand on sera plus grand. Donc vous voyez que ces trois signes-là nous font penser qu'il faut qu'on réfléchisse à comment faire autrement que de laisser les petits-enfants devant la télévision, notamment quand ils sont tout petits. Avant 3 ans, on dit en général que c'est mieux de ne pas les mettre devant la télévision. Après 3 ans, on peut regarder un petit peu la télévision avec eux, parce qu'on commente au fur et à mesure pour que ça soit très humain quand même, le rapport avec la télévision. Et après 6 ans, bon, on peut se mettre d'accord sur un programme. Mais vous voyez, avant 3 ans, les spécialistes disent quand même qu'il vaut mieux pas regarder la télévision. Alors c'est une conséquence très importante, c'est que si on habitue un petit enfant de moins de 3 ans et de moins de 6 ans à ne pas regarder la télévision de façon systématique,
qu'est-ce qui va se passer? On va lui éviter de devenir accro à la télé. Je suppose que vous avez constaté ça. Quand vous êtes avec un enfant qui regarde la télé, qui est en train de regarder son truc, bon, vous lui dites, bon, maintenant, ça y est, c'est fini, tu as regardé ton petit dessin animé ou ton petit documentaire qui dure tant de temps, on s'était mis d'accord, on va arrêter, tu vas aller te coucher ou tu vas venir manger. À ce moment-là, le gamin se met dans un état pas croyable, vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il fait ce qu'on constate en général pour ceux qui prennent de la drogue, il fait un état de manque. On va lui arrêter sa drogue télé, hein, et donc il va déclencher des choses qui sont quelquefois très impressionnantes. Hein. Les colères qu'un enfant fait quand on ferme la télé, c'est quelque chose qui a à voir avec ça. Hein. Donc, quand vous évitez de mettre l'enfant petit devant la télé, vous l'aidez à ne pas devenir un drogué de la télé. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Donc, ça me semble très important d'avoir cette idée dans la tête. Il n'y a rien qui remplace papa-maman pour un bébé et pour un jeune enfant dans son développement. Hein, et ça, c'est très important de ne pas céder alors à quelque chose auquel vous êtes confronté si vous regardez la télévision vous-même, la publicité que la télévision fait pour elle-même. Ça, c'est une question très, très importante parce que ça veut dire qu'au fond, il va falloir expliquer avec les mots qui parlent aux enfants le fait qu'on ne peut pas les laisser regarder tout le temps la télévision. Alors vous n'allez pas employer des grands mots comme moi je fais avec vous parce que vous êtes des adultes. Vous n'allez pas leur dire c'est parce que je veux pas que tu deviennes drogué de la télévision, parce que je veux pas que tu deviennes hyperactif, violent, obèse, etc. Mais vous allez être obligé de lui dire quelque chose que vous n'aimez pas lui dire et que les parents d'aujourd'hui n'aiment pas dire. Écoute, je te donnerai l'explication détaillée plus tard. Mais pour l'instant, non, tu ne regardes pas la télévision. Hein. Et pourquoi? Eh bien, non, tu ne regardes pas la télévision. Parce que c'est comme ça, c'est pas bien pour toi. Hein. Et quand tu regarderas à partir de 3 ans un tout petit peu avec moi, à ce moment-là, tu pourras regarder, on pourra en discuter un petit peu. Mais pour l'instant, tu ne regardes pas la télévision. Il n'y a pas d'explication à te donner parce que tu ne peux pas les comprendre. Hein. Eh bien, la télévision, c'est une sorte de fenêtre dangereuse pour les bébés et les petits-enfants. Et il faut les empêcher de se pencher par la fenêtre de la télé. Donc moi, je pense qu'il y a des fois des explications qu'il n'y a pas à donner parce que c'est comme ça. Vous vous tenez bon sur quelque chose auquel vous croyez et il ne faut pas avoir à donner de justification. Hein, je crois que ça, c'est très important. Quand ils vont grandir, alors là, par contre, il va falloir évidemment donner l'explication. Mais moi, je vous encourage à essayer de trouver dans votre famille, dans votre couple, des explications qui marchent pour vos enfants. Moi, les explications que je vous donnerai, ça serait les miennes. Mais celles que vous allez utiliser pour vos enfants, il faut que ce soit vous qui les trouviez et qui les construisiez. Et donc, quand vous direz à votre enfant de 3 ans, bah, écoute, on s'est mis d'accord avec papa, on regarde tant de temps la télévision ensemble pour un dessin animé parce que je l'ai regardé, c'est pas mal et c'est pas plus, eh bien voilà, vous direz avec votre conjoint, avec votre ami, avec votre compagnon, qu'est-ce qu'on va lui répondre s'il nous dit pourquoi? Eh bien, vous répondrez ce que vous avez décidé de répondre. Et ça, c'est pas la science qui peut vous le dire. C'est vraiment les parents en tant que parents qui jugent que c'est comme ça dans la famille qu'on fait. Hein. Donc, il ne faut pas vous faire avoir par l'idée que à chaque fois qu'un enfant demande des explications, sous prétexte que vous ne trouveriez pas les explications pour lui répondre, ben finalement, c'est lui qui a raison et vous allez faire ce qu'il vous demande. Un enfant, quand on commence à lui dire non assez tôt dans sa vie, il est rassuré par le non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on croit que quand on lui dit non, il va être malheureux. Non, 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 il est très content parce que c'est une limite qu'on lui pose et finalement ça lui sert de repère. Et je crois que c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit. Parce que sinon on se dit, bon, ces enfants, nous on n'a pas eu tout ce qu'on voulait quand on était petits, eux ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, bon, on ne va pas leur dire non. Moi je trouve que non, ce n'est pas une bonne solution. C'est très important de pouvoir tenir bon sur le non vis-à-vis des enfants. Et la télévision et les écrans, évidemment, ça rentre beaucoup dans cette situation. Bien, les émissions qui passent sont de moins en moins pour les enfants. Donc, si un enfant s'endort le soir d'épuisement, parce que la télé n'est pas fermée, il va se réveiller parce que au moment où vous savez que le sommeil se fait par des petits wagons, hein, un train de petits wagons de sommeil qui dure à peu près 1h30, 2 heures, et puis l'enfant qui est en plongée pendant 1 heure remonte à la surface un petit peu du sommeil
pour venir un petit peu voir ce qui se passe et redescend, ben, quand il remonte, la luminosité, le bruit, la musique, etc., le réveille et à ce moment-là, il regarde la télévision. À minuit, à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, il regarde ce qui est allumé à la télévision s'il ne l'a pas éteinte, si elle n'est pas éteinte. Et donc on peut dire que ça va fragiliser son sommeil de façon absolument considérable. Et c'est pas étonnant des fois que le matin, quand vous les réveillez, que vous allez dans leur chambre, que vous constatez que d'ailleurs la télévision est encore allumée alors que vous l'aviez éteinte à minuit, et bien ça veut dire qu'il a regardé pendant la nuit. Et quand ils se pointent à l'école, les instituts vous diront à midi ou à 4 heures quand ils viennent les chercher, vos enfants, donc, vous savez, il a l'air complètement épuisé. Hein. Et vous leur direz, je ne comprends pas comment ça se fait, pourtant je le couche à 9 heures ou à 9h30, et puis le matin quand je le réveille, il dort, donc il doit bien dormir. En fait, il a dû regarder pas mal la télévision pendant la nuit, hein, malgré lui, puisque c'était ouvert. Donc voilà, et quand c'est pas ouvert, il allume. Donc je pense que par rapport à cette question là sur le soir avant de se coucher, la luminosité des écrans, bien sûr il y a la luminosité, le bruit et tout cela, mais il y a aussi les contenus. Et vous savez bien que en fonction des contenus, le message qui passe par la télévision est très différent pour les enfants. S'ils voient que des trucs de Walt Disney qui sont les classiques du genre pour les petits-enfants, et s'ils voient que des films violents et voire érotiques ou hypersexuels, les résultats ne vont pas du tout être les mêmes pour lui, évidemment. Hein. Donc il ne faut pas se voiler la face. La télévision dans les chambres des enfants, évidemment, ce n'est pas un bon plan parce que ça leur permet d'être au fond alors exposés à la télévision. J'en parle comme les radiations atomiques. Hein. Vous voyez, exposés à la centrale de Fukushima, exposés à la télévision pendant la nuit. C'est la même chose pour un enfant. C'est moins dangereux sur le plan de la santé physique, mais sur le plan de la santé psychique, c'est pas très bien qu'il soit exposé aux radiations de la télévision comme ça. Les consoles de jeux, donc, ça a la réputation d'être moins toxique que la télévision pour la raison que l'enfant est acteur. Il est un peu acteur du jeu. Vous avez remarqué d'ailleurs que le mot est intéressant. C'est un jeu qui le console, hein, la console. Bon. Alors cette manière d'être acteur, c'est seulement à partir de 6-9 ans qu'il va pouvoir commencer. La console avant, c'est vraiment trop tôt. Hein. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui risque de le mettre dans un état dans lequel il va, le mot savant, c'est se tétaniser, hein. C'est-à-dire il va se crisper de plus en plus sur sa console pour gagner, pour détruire, enfin vous connaissez hein, les jeux qui passent sur les consoles. Bon, c'est pas des trucs où on plante des fleurs et où on voit les pétales sortir. Hein. Peut-être qu'il y en a des logiciels comme ça, mais enfin je les connais pas moi. La plupart c'est des voitures, des avions, etc. Et on tire comme un forcené sur ces trucs-là. Et le gamin, plus il est petit, plus il va prendre ça comme si c'était la réalité, et plus il va se crisper sur son jeu, et finalement ça va le mettre dans un état de tension extrême, et il va devenir complètement, obnubilé par ce truc-là. Donc évidemment, il vient acteur, et par rapport à la télévision devant laquelle il est passif, c'est moins mal. Mais le risque, c'est qu'il soit acteur et qu'il se prenne dans le jeu complètement, et qu'il tue les gens, etc. Évidemment, nous on sait que c'est virtuel, mais lui, quand il est petit, il a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est réel et virtuel. Ces tablettes-là, ça peut être intéressant avec les enfants à condition que ça soit vraiment accompagné. Il faut vraiment que ça soit avec le parent. Parce que si vous les laissez avec la tablette, vous allez développer quelque chose qui est l'habitude pour l'enfant à se refermer dans sa bulle avec quelque chose qui lui donne l'impression d'être un dialogue alors que ça n'est pas un dialogue. Hein. Et puis deuxième élément qui me semble très important et que la pratique des consultations que je fais avec les parents à propos de ce genre de choses montre que un enfant qui voit les choses en 2 dimensions, puisque vous savez les tablettes c'est des écrans, donc on voit par exemple des balles qui se trimballent et on peut jouer à les faire aller plus vite, enfin, etc. Il y a tout un tas de jeux qui sont organisés là-dessus. Ce sont des jeux qui sont en 2 dimensions, hein, puisque c'est un plan. Par opposition au jeu que l'enfant vrai fait dans le réel,
où c'est en 3 dimensions. Il jette une balle, elle va buter et elle revient. Tandis que là, sur la tablette, ça va buter dans un coin et ça revient, même si c'est en apparence en 3 dimensions, en fait c'est en 2 dimensions. Donc ça lui apprend des choses qui sont quand même un peu à côté de la réalité. Et je pense que plus on fait ça tôt, et évidemment plus ça a d'inconvénients de le placer dans un monde virtuel qui n'est pas le même que le monde réel. C'est pour ça que j'en profite pour dire que si vraiment pour le développement des enfants il y a quelque chose qui n'est pas remplaçable, c'est le jeu direct dans la réalité. Même si c'est avec un bâton et une ficelle, l'enfant peut tout à fait bien faire un jeu qui va développer son imagination parce que autour de ce bâton et de cette ficelle, il va inventer un monde pour le faire vivre. Tandis que si tout lui est donné sur la tablette ou sur la console ou sur la télévision, eh bien, on peut dire qu'il va avoir moins d'efforts d'imagination à faire pour peupler les jeux qu'il utilise lui-même. Et donc, vous avez compris, j'en ai parlé au début, que dans le jeu, il y a toute cette importance de la main et de tous les doigts pour faire que les enfants se développent et utilisent toutes leurs capacités qui sont possibles grâce à leurs mains. Si vous regardez comment ça se passe une tablette, on se sert principalement de l'index. Et alors les autres doigts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devenir paresseux. Vous allez avoir un index qui va être très fort et puis tous les autres qui vont être paresseux. On peut imaginer que dans 10 générations, il n'y aura plus qu'un index et puis rien d'autre, c'est ça, au bout de la main. Bon. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, à mon avis, de bien important à savoir, c'est qu'il ne faut pas trop habituer les enfants à ces choses-là trop tôt, parce que à chaque fois, ça leur évite que ce temps de réveil qui n'est pas très important quand ils sont petits, au lieu de le passer en relation avec vous et avec les autres et avec les frères et sœurs, etc., ils le passent avec un objet. Et cet objet n'est pas une personne. Quand on dit plus il y a de télé, d'écran, etc., plus il y a d'hyperactivité, vous vous rappelez que l'hyperactivité, c'est lié à un symptôme qui est tout à fait essentiel pour les apprentissages, qui s'appelle l'attention. Quand on est hyperactif, on ne fait attention à rien, on est en train de papillonner partout, on n'est jamais attentif à ce que dit la maîtresse. Quand on est dans cette situation d'être